Alors bonsoir à tous, merci d'être là. On voit donc que ces énergies renouvelables sont particulièrement adaptées à la fois aux ressources locales, parce qu'elles ont locales, le solaire, l'éolien, etc. Et elles sont adaptées aux besoins locaux, parce qu'elles s'installent dans les villages. Voilà. Et donc, de pair avec ce mode de production locale, se sont développés des modes de consommation basés sur plutôt une économie d'usage, une fonctionnalité. C'est-à-dire que l'énergie est disponible localement et en fait les gens viennent brancher leur téléphone, récupérer leurs aliments, etc. Viennent en fait utiliser l'électricité produite, enfin l'énergie. Ouais voilà, alors par exemple ici, alors on va voir la station CGS, station énergie c'est pareil. Vous avez une plateforme, donc une production locale d'énergie solaire, et puis derrière vous faites les gens venir utiliser le réfrigérateur. Là c'est le réfrigérateur, mais enfin, ça peut être recharger en batterie, ça peut être. Il y a aussi des plateformes qui vont servir à faire de l'adduction d'eau. Voilà. Voilà. C'est un peu comme à l'usine. C'est comme avant d'utiliser les policiers là pour prendre la route. Alors ensuite aussi, l'usage peut être au niveau d'une population, mais aussi au niveau d'une zone d'activité. Là c'est le GRF, enfin, partenariat avec le GRF, c'est vous avez une énergie, vous avez une zone d'activité économique qui se développe. Alors, l'énergie est aussi produite localement. Là, vous avez plusieurs modes de production. Elle aussi, elle sert en fait à des entrepreneurs locaux. C'est maximum 50 entrepreneurs, par exemple, parce que c'est le projet. Et vous voyez, ça fait de l'air et enfin, vraiment, servir un bar, des entrepreneurs, ou développer une économie. Et donc, dans ce cadre, comme dans la précédente, en fait, ces énergies renouvelables servent à développer une économie locale. Ça, c'est voilà. Et donc, voilà, l'autre chose, c'est que voilà. Et donc, ça développe une économie, si c'est une énergie qui est intégrée, en fait, besoin de développement. Par exemple, ça va servir à accéder à l'eau, ça va servir à l'éclairage public, aussi un facteur de sécurité, etc. Donc, alors, ces innovations, elles sont technologiques, mais aussi elles sont sociales et organisationnelles. C'est-à-dire qu'elles révolutionnent nos modes, enfin, les modèles business habituels, c'est-à-dire que les énergies, à la fois les entrepreneurs climatiques se développent, enfin les solutions des entrepreneurs climatiques se font en partenariat. Il y a l'entrepreneur, mais il y a aussi généralement il y a différents partenaires, collectivités locales, les communautés environnantes, etc., qui participent au projet. Donc ça, c'est aussi le thème de et voilà. Alors, bon, aussi elles permettent de faire avancer les objectifs de développement durable. On voit bien en fait c'est l'objectif 7, je crois, qui concerne justement l'accès à l'énergie. Enfin, tout le monde devrait accéder à l'énergie durable et l'énergie durable. Et en fait, au début, j'ai cité une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui dit qu'en 2030 ou 40, il y aurait toujours 500 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie en Afrique. Normalement, c'est pas possible. Il va falloir résoudre ça. Alors justement, moi ce que je voulais dire, c'est que de facto, ces initiatives entrepreneuriales intègrent la RSE. Parce que en fait, c'est dans leur manière de se développer qu'elles sont RSE. Elles n'ont pas besoin de politique. Ah bon. Après, il faut qu'elles fassent attention quand même aux critères sociaux, etc. Aussi à apprendre, comme on l'a vu ce matin, quelqu'un qui développe des fonds solaires, il a bien des économies sociales, il y a encore du chemin à faire. Mais en fait, elles sont
déjà dans leur germe. Voilà. Alors, nous, en fait, on avait organisé une webconférence qui a réuni 200 personnes sur 11 lieux différents en Afrique et en France. Donc, on a abouti à des propositions. Alors, je n'ai pas le temps de les passer, je voulais juste en développer une. C'était renouveler les coopérations Nord-Sud. Et parce que finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup à apprendre de ces entrepreneurs climatiques africains et que la coopération, elle n'est pas Nord-Sud. En fait, elle devient Sud-Sud et Sud-Nord. Parce que nous, on a finalement comprendre ces modèles et sûrement à les utiliser. C'est souvent un fort, source d'inspiration forte. Et puis aussi, bah alors la première, là je vais la dire parce que c'est pas comme ça qu'on voulait s'arrêter comme ça, mais c'est aussi dans les moyens de financement, parce qu'on parle beaucoup de financement, au-delà des effets d'annonce, c'est-à-dire qu'en fait il est important d'avoir des financements solidaires, enfin, par exemple comme le crowdfunding, la diaspora africaine, enfin des solutions, des financements qui vont être aussi du Sud, pour le Sud, etc. Que chacun finalement fasse émerger des solutions. Oui, merci bien. Parce que finalement, jusqu'à maintenant, on a quand même un point commun dans ce qu'on a dit, dans ce qui ressort de nos expériences, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la RSE sans vraiment le savoir, parce que la conceptualisation de cette façon de penser, d'organiser les choses dans une entreprise n'est pas forcément accomplie bien compris, ou en tous les cas utilisée, mais un élément supplémentaire par rapport à ce qui a été dit juste avant moi, par Chantal, c'est que quand on voit par exemple une zone d'activité qui est alimentée par une source d'énergie renouvelable, mais à laquelle l'ensemble des artisans s'alimentent, en fait, un des éléments clés de la RSE telle qu'on le connaît ici, c'est-à-dire la première chose quand une entreprise veut se lancer dans une démarche RSE, c'est de faire le bilan. Quel est mon bilan au jour d'aujourd'hui sur mon impact environnemental, mon impact social? Sur l'impact environnemental, quand on parle du changement climatique, ça va être quelles sont mes émissions de gaz à effet de serre. Et à partir de là, si l'entreprise veut s'engager dans une réduction de son empreinte, elle va avoir plusieurs options pour le faire. Dans un cas comme ça, dans une communauté africaine où on installe une source d'énergie renouvelable, il faut bien comprendre que bien souvent, comme le disait Chantal, le financement de cette source est relié à maintenant ce qu'on appelle la finance carbone. C'est-à-dire de l'argent qui vient justement parce que ce projet est à faible impact de carbone. L'argent vient de différents acteurs dans le monde qui veulent diminuer l'empreinte carbone, la leur ou celle des autres dans le monde. Pour diminuer cette empreinte carbone, la première démarche du porteur de projet, c'est d'indiquer avec des indicateurs chiffrés dans quelle mesure ce projet-là réduit les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une source d'énergie standard tel qu'un générateur à essence. Et ça, c'est la première démarche RSE. Et une fois, c'est pas vraiment intégré, pas forcément, je dirais, exprimé en démarche RSE, mais c'est bien là. Oui, c'est vraiment pas intégré dans une démarche réelle, mais dans la pratique, finalement, ça s'apparente à ça, parce que les actions sont mises pour pouvoir soit régler le problème d'énergie, mais aussi régler le problème d'eau. Par exemple, au niveau du Côte d'Ivoire, nous avons encouragé les entreprises à recueillir l'eau de pluie. Le problème en Afrique, c'est que quand il pleut, personne ne recueille l'eau. Mais après la pluie, tout le monde se dit qu'on n'a pas d'eau. Et donc, on essaie d'encourager à construire des solutions pour pouvoir construire des bassins de rétention pour recueillir l'eau de pluie et ensuite pouvoir fonctionner avec l'eau. Ce type de solution est de plus en plus mise en œuvre. Voilà. J'allais dire finalement les circuits. Et alors, c'est vrai que vous pourrez quand même trouver en disant bon, la RSE, c'est aussi une démarche dans laquelle l'entreprise regarde ce qui se passe chez ses fournisseurs et chez ses clients et essaye de voir avec ses fournisseurs et ses clients quelles sont les meilleures façons de limiter l'impact environnemental de l'ensemble de la chaîne. Et pour le coup, quand on parle par exemple de la collecte d'eau, ça devient presque naturel de se dire ben, il a plu,
Et maintenant, il ne peut plus et on n'a pas d'eau. Et il aurait peut-être fallu trouver des moyens pour stocker cette eau. Typiquement, ce ne sont pas forcément des moyens qui ont été mis en œuvre par des instances nationales ou gouvernementales, mais les entreprises elles-mêmes ont une démarche de faire cette déficit. Et maintenant, je dirais quand même il y a la sensibilisation des entreprises et ces questions environnementales les incite à le faire elles-mêmes, à trouver la source d'énergie elles-mêmes, voire une source d'énergie qui peut être collective, on l'a vu, que ça soit pour l'électricité tout à l'heure, en respectant un certain nombre de normes environnementales. Et ça, c'est un process qui, dans toutes ces initiatives, c'est un chantier au niveau mondial. C'est un process qui reste probablement encore à être conceptualisé avec des idées et des définitions qui sont parfaitement adaptées comme possible à la localité, au pays, à l'Afrique. Et déjà, dans des pays africains, ce qu'il faut, c'est surtout mettre à jour les textes juridiques. Parce que souvent, la législation n'est pas en accord avec les traités que les États signent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, une entreprise qui vient investir, elle n'a pas forcément l'obligation de respecter les critères environnementaux. Et donc, il faut absolument faire du lobbying pour faire évoluer les législations en Afrique pour que ça soit pris en compte. Je crois que on a aussi, nous, de l'expérience qu'on a au niveau des législations environnementales et c'est que du point de vue des entreprises, les démarches pour l'instant sont plutôt volontaires, c'est-à-dire que la législation n'est pas extrêmement possible pour les entreprises. Donc celles qui s'engagent dans une démarche pour qualifier de RSE, elles le font de façon volontaire. Mais les législations qui pousseraient les entreprises à avoir des éléments de RSE dans leur façon de faire, comme par exemple l'éclairage. Dans les services, l'éclairage c'est quand même un poste de dépenses et d'impact environnemental pour les entreprises et pour les commerces en particulier. Dans certains pays, la lampe à incandescence est interdite par la loi. En Afrique, les législations quand même, on a ici aussi depuis pas si longtemps que ça. Le problème, c'est que pour le cas, par exemple, du Sénégal, il y a énormément d'ampoules à incandescence dans le pays, alors que la législation les interdit. C'est pour d'autres raisons, les ampoules rentrent, mais elles rentrent par des canaux informels et puis elles sont fonctionnelles. Donc il y a des pays où la législation n'existe pas, il y a des pays où la législation existe mais insuffisamment développée. Il y a des pays où finalement elle est quand même en partie développée, voire assez bien développée, mais où elle n'est pas encore respectée. Et donc ça c'est le stade d'après. Et on comprend bien aussi qu'il y a une question de timing et la question, je dirais, la question de l'emploi, c'est comme ici, on est peut-être maintenant à la COP, on entend quand même beaucoup moins les gens, les climato-sceptiques qui disent que le changement climatique ça n'existe pas, mais on a quand même constamment sur le dessus de la table des problèmes de compétitivité des entreprises qui sont remises en haut de la pile et qui effectivement viennent ralentir beaucoup les décisions. En Afrique, le problème du chômage, de l'emploi est présent également. Et donc le processus de génération de la législation et d'application de la législation, bien sûr, il n'est pas rapide et il est lent. Et je dirais, pour qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit mis en œuvre en concertation avec les entreprises. Et le fait est que les entreprises n'ont pas aussi le même quotidien que dans des pays développés. Parfois, on sent bien, on le voit bien, on le parle, que la législation a été bien plus vite que ce que les entreprises sont vraiment prêtes à faire, ou en tous les cas, les entreprises qu'elles sont prêtes à faire, ou qu'il y a eu un manque d'accompagnement pour que l'entreprise évolue réellement en même temps dans la législation. Justement, je pense que là-dessus, par exemple, les chambres de commerce, les chambres, organisations, fédérations, ont un vrai rôle à jouer sur l'accompagnement et l'incitation. Oui, c'est pour ça qu'au niveau de l'emploi, nous nous mobilisons depuis 6 ans. Nous organisons un forum sur l'économie verte, mais c'est pour sensibiliser. Mais pourquoi nous organisons ce forum?
c'est parti d'un fait. Il y a quelques années, on parlait des technologies de l'information et de la communication. L'Afrique ne s'était pas mobilisée. Aujourd'hui, on parle de fracture numérique. Et depuis un moment, on a commencé à parler de développement durable et maintenant d'économie verte. Si l'Afrique ne se mobilise pas, demain, on parlera aussi de fracture écologique. Et je ne suis pas sûr que l'Afrique survivra à la superposition de ces deux fractures. C'est pour ça que nous nous engageons et on a besoin de construire des partenariats avec des structures comme les vôtres pour pouvoir développer ces concepts. Un seul partenaire ne va avancer tout seul. C'est à la fois la démarche entrepreneuriale et la démarche des collectivités territoriales et la démarche citoyenne d'ailleurs. Si vous n'avez pas ces trois piliers, ça ne marche pas. On parle d'engagement du centre, c'est pareil pour les déchets. Si on ne mobilise pas les citoyens, c'est acquis. Oui, ça c'est clair. C'est clair que le côté conservateur sur ce que et en Afrique, mais là aussi, il y a la question de l'éducation, elle est C'est de l'éducation. Mais je pense que si l'Afrique regardait dans ses traditions, je pense que nos traditions déjà nous permettaient d'avoir ces comportements vertueux. Donc malheureusement, on les a perdus. Il faut effectivement que nous retournions vers nos traditions pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre. Oui, parce que je pense que vous l'avez très bien la transmission de la communauté. C'est vrai qu'il y a un élément de communication, là je dirais, dans le contrôle et peut-être que j'aimerais bien avoir votre réaction sur ce que je vais dire, que l'on a discuté dans une autre réponse hier. Des foyers améliorés. Les foyers améliorés, c'est des systèmes de production de chaleur qui utilisent de la biomasse, du bois essentiellement, du charbon de bois, mais pas simplement un feu autour de trois pierres, ce qui est le concept traditionnel de base, mais un foyer amélioré, ça,